C'est pas pour Britney Spears, hein. On est d'accord. Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être venus aussi nombreux et nombreuses. Bonsoir, bonjour. Bonjour. D'habitude on les fait à 19h, c'est pour ça. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un vrai plaisir pour nous de te recevoir à l'occasion de la sortie de ton nouveau livre intitulé Chantier Jeux et paru aux éditions Actes Sud. Alors tu es désormais inscrite au programme du bac, spécialité théâtre, qui se propose d'étudier ton jeu. Tu publies Chantier Jeux où tu reviens pour la première fois sur ton parcours et les 3 rôles clés que tu as incarnés au théâtre. Donc il y a Suzanne dans Le mariage de Figaro de Beaumarchais, mis en scène par Jean-Pierre Vincent. Fête de Racine, mis en scène par Patrick Chéreau, et les 6 rôles de Angels in America de Tony Kushner, mis en scène par Arnaud Desplechin. Première question assez simple, comment on réagit lorsqu'on est au programme du bac? J'ai d'abord cru à une très mauvaise blague. Je me suis dit, c'est pas possible. Quand on me l'a annoncé, je me suis dit, non, ça c'est une fake news. Il faut pas camper dessus. Et puis au bout d'un moment, je me suis faite à cette idée et j'ai trouvé que c'était magnifique en fait. C'était à la fois un grand bonheur et à la fois un grand honneur. Alors il fallait choisir des pièces où il y ait une mise en scène qui soit filmée, parce que maintenant avec les terminales, c'est bien qu'il y ait des documents filmés, qu'il y ait des images. Voilà. Donc j'ai choisi Le mariage de Figaro parce que j'étais jeune fille quand j'ai joué le rôle de Suzanne, qui est un grand rôle du théâtre français classique. Et puis je voulais parler aussi beaucoup de Jean-Pierre Vincent, qui a eu dirigé la Comédie Française, qui est un monsieur et un metteur en scène et un artiste que j'ai toujours aimé beaucoup, qui est mort un peu dans l'indifférence générale parce qu'il est mort du Covid, en période de Covid, donc voilà, il a disparu d'un coup et je trouvais que c'était pas très juste. Et puis j'ai choisi Phèdre parce que Phèdre c'est la femme, la sensualité, l'amour, l'amoureuse. Et puis Angels in America parce que Arnaud Desplechin a filmé le spectacle, mais il l'a filmé d'une façon particulière qui fait que ça n'est pas tout à fait le spectacle non plus. Mais j'ai pensé que c'était très réjouissant pour des jeunes filles et des jeunes hommes de pouvoir jouer tous les rôles. En fait, Tony Kushner a voulu que le rôle principal, donc la comédienne, puisse jouer à la fois 3 rôles d'hommes et 3 rôles de femmes. Et je trouvais merveilleux que des jeunes filles puissent jouer le rôle d'un rabbin ou d'un général de l'armée soviétique ou un médecin qui annonce à son meilleur ami en fait qu'il est atteint du sida. Et alors je me suis promenée déjà dans quelques lycées et j'ai rencontré des lycéens, dont une lycéenne qui m'a dit ça y est, j'ai joué le rabbin, mais c'était génial. Et j'ai trouvé ça formidable qu'on puisse tout d'un coup s'offrir le genre masculin, le genre féminin, parce qu'on est une époque qui s'interroge beaucoup sur le genre, binaire, non binaire, enfin vous avez tous entendu parler de ça. Et je trouvais que la pièce de Tony Kushner s'y prêtait parfaitement. D'autre part, cette pièce, pour ceux qui ne l'ont pas vue, raconte l'arrivée du sida dans les années 80 à New York. Or, actuellement, le sida existe toujours. Et en France, particulièrement, les jeunes ne se protègent plus parce qu'ils ont le sentiment qu'on peut soigner le sida comme on soigne une bonne grippe. Donc c'est assez dangereux. Et je trouvais que cette pièce pouvait servir aussi d'avertisseur en classe de terminale. Moi je voudrais revenir sur ce titre un peu étrange. Est-ce que tu peux nous l'expliquer, Chantier? Oui. Alors chantier, j'ai pris le mot chantier parce que j'ai fait 2 années d'études d'architecture et j'aimais beaucoup aller sur les chantiers. Virgule jeu parce que le jeu pour moi s'apparente au jeu, c'est-à-dire qu'à travers le jeu on apprend à se connaître soi-même et à s'accepter, ce qui n'est pas simple. Et puis c'était un hommage déguisé et un hommage muet à un prix Nobel que j'aime beaucoup, qui est Madame Annie Ernaux. Voilà. Quand on lit les livres d'Annie Ernaux, particulièrement ce livre où elle a un entretien et où elle explique qu'elle écrit comme avec un couteau pour qu'il n'y ait pas de
comment dire, quelque part qu'il n'y ait pas de gras. Et j'ai beaucoup d'admiration pour cette femme et pour son écriture. Et je me disais que écrire avec elle comme compagnon de route, j'étais bien entourée. Voilà. Et puis Actes Sud m'a demandé donc de raconter ma vie jusqu'à mon premier contrat professionnel. Donc mon premier contrat, c'est quand je rencontre Patrice Chéreau en 1981 et qu'il monte la pièce de Per Gynt qui dure 7h30, 8h. Donc j'ai raconté depuis ma naissance jusqu'à ce premier contrat professionnel et j'ai aimé écrire. Je pensais franchement que je n'en étais pas capable du tout. Et puis c'est du travail, donc tous les matins j'allais dans ma loge à la Comédie Française avec un papier format A4 et un stylo parce que je n'écris pas sur ordinateur. Et j'ai trouvé ça formidablement joyeux. Ça m'a plu énormément. Et quand je relis mes journaux de jeune fille, la jeune fille que j'étais quand j'avais 16 ans, elle avait deux rêves. C'était devenir comédienne ou devenir écrivaine. Alors là, je pouvais réaliser les deux. Moi, je voudrais revenir sur le personnage de Suzanne dans Le Mariage de Figaro. Il s'agit quand même d'une pièce emblématique du répertoire français. Comment t'es-tu approprié justement ce rôle qui a quand même été joué de nombreuses fois? Oui. Alors en plus, moi j'ai raté toutes les écoles, donc le conservatoire, l'école de la rue Blanche, enfin, j'ai raté aussi beaucoup d'auditions. Je dis ça pour les jeunes qui voudraient commencer dans ce métier. Et en fait, j'ai été choisie par Jean-Pierre Vincent et j'avais un grand trac parce que Suzanne, c'est vraiment la jeune première dans le théâtre classique français. Donc pour moi, c'était un énorme pari, surtout qu'on jouait dans le Théâtre National de Chaillot, qui doit comporter à peu près 1000 ou 1200 places, je ne sais plus. Et j'y suis parvenue parce que Jean-Pierre Vincent m'a donné énormément de confiance. Il m'a dit que c'était quelqu'un de profondément joyeux, Suzanne, et qu'elle se battait en fait pour que son mariage puisse avoir lieu. Donc en fait la pièce aurait dû s'appeler Le mariage de Suzanne. Mais bon, peut-être qu'on va changer le titre dans les années qui viennent. En tout cas, le point de vue de Jean-Pierre Vincent était vraiment très intéressant, c'est-à-dire qu'il a mis en scène tout du côté des femmes. Voilà. Et ça, c'était en 1986, donc je peux vous dire que c'était terriblement novateur. Et il disait qu'au fond, dans cette pièce, ce sont Suzanne, ce sont la comtesse, ce sont les femmes qui vont faire en sorte que les événements se produisent. C'est une pièce très actuelle aussi, puisque le comte, la veille du mariage, évidemment, veut son droit de cuissage. Donc, ce qu'il veut, en fait, c'est sauter sur Suzanne et la déflorer. Et Suzanne va se battre pour que tout ça n'arrive pas, et le mariage aura lieu. Elle sera heureuse et elle aura son Figaro. Dans Phèdre de Racine, du coup mis en scène par Chéreau, tu incarnes le rôle titre. Est-ce que pour toi c'est le rôle de la maturité, de la reconnaissance? Ah oui, vraiment. La maturité dans tous les cas et la reconnaissance auquel on ne s'attendait pas autant, je dois dire. On s'est retrouvés en 2003 à jouer dans les ateliers Berthier. Donc c'était l'inauguration de ces ateliers qui auparavant contenaient les décors de l'Opéra de Paris. C'était un dispositif bifrontal, donc c'était assez dangereux, c'est-à-dire que les spectateurs étaient comme ça d'un côté et pareil de l'autre côté, mais les spectateurs au premier rang étaient aussi près que vous l'êtes de moi. Donc c'était extrêmement impressionnant. On a répété pendant 2 mois de façon très limpide, c'est-à-dire que c'était un travail qui avait lieu vraiment dans une espèce d'état de grâce, en fait. Et puis on l'a joué 5 mois d'affilée, et les 5 mois à Berthier étaient pleins. Et puis on l'a joué ensuite à l'étranger. Et ce qui est formidable, c'est qu'elle a été filmée, magnifiquement d'ailleurs, par un réalisateur qui s'appelle Stéphane Medj, et qui était un grand ami de Patrice Chéreau. On l'a filmée sur 3 soirs, avec de chaque côté 4 caméras.
Donc c'est vraiment pas une captation, c'est vraiment quelque chose d'autre entre la captation et le film de cinéma. Et quand vous regardez le résultat, j'en suis très fière parce qu'en fait ça ne vieillit pas. Et ça a été une des nombreuses rencontres que j'ai fait avec Patrick Chéreau. On a travaillé en fait ensemble 6 fois. Et Phèdre a certainement été comme une espèce d'état de communion qu'on avait l'un et l'autre, et une espèce de passion qu'on avait aussi l'un pour l'autre, et réciproquement. Voilà, il y a eu tout le travail sur l'Alexandrin, qui était un travail passionnant parce que Chéreau voulait absolument pas qu'on ait la petite musique qu'on entend dans les lycées, nananana, nananana. Et donc on a beaucoup travaillé pour que tout ça soit très différent. Et puis j'avais la chance d'avoir pour partenaire Éric Ruff, grand administrateur de la Comédie Française, qui jouait le rôle d'Hippolyte. Et je crois que le génie de Chéreau, ça a été de choisir pour Hippolyte, non pas, comme on voit souvent, un adolescent de 17-18 ans, mais un homme qui n'a pas encore 30 ans, mais qui est un homme en fait. C'est ni un enfant ni un adolescent. Et je crois que le casting était absolument parfait. Marina Hans, que vous connaissez et qui est au Français aussi, jouait le rôle d'Aricie. Il y avait aussi Michel Duchossois qui jouait le rôle de Théramène de façon assez exceptionnelle. Pascal Grégory jouait Thésée. Il y avait aussi Agnès Sourdillon et Nathalie Bécu. Et cette petite distribution s'entendait très très bien. Et on a joué comme ça de début janvier à fin mai. En fait, c'était énorme. Hein. Je crois que Chéreau ne s'en est pas rendu compte et moi non plus. Sinon, j'aurais dit non. C'était trop. Dans Angel in America, tu incarnes 6 personnages, ce qui a dû demander un travail, je suppose, considérable. Comment on se prépare justement à jouer autant de personnages sur scène ? Alors, il faut prendre chaque personnage séparément, comme si chaque personnage était une petite pièce à lui tout seul. La chance de travailler avec Arnaud Desplechin, c'est que Arnaud est très près des comédiens et qu'il vous demande tout de suite de quoi vous avez besoin. Donc, par exemple, pour jouer le personnage du rabbin, ce qui était important pour moi, c'était de trouver cet accent yiddish véritable. Et comme je lui ai dit, je n'avais pas du tout envie de faire une caricature à la Popek, mais j'avais envie de chercher ça différemment à partir du réel. Donc Arnaud m'a offert plusieurs films d'un réalisateur qui est magnifique, qui s'appelle Emmanuel... bon, j'ai oublié son nom de famille évidemment, ça va me revenir, qui a filmé beaucoup de déportés au retour d'Auschwitz et quand ils ont vieilli plus tard en Israël. Et donc ce sont des vraies personnes qui ont des vrais accents. Je me suis inspirée de ça. Et puis avec Arnaud, on est allé aussi écouter énormément de musique. On a lu aussi énormément de livres. En fait, oui, chaque personnage en fait était une histoire et un spectacle à lui tout seul. Donc le médecin pour le sida, il fallait évidemment revoir tout ce qui a été écrit sur le sida dans ces années 80, où cette épidémie catastrophique est arrivée et a décimé un nombre considérable de personnes dans le monde. Et puis pour le général de l'armée soviétique, alors là, Arnaud est allé interviewer tous les Russes qu'il connaissait dans Paris avec un fort accent russe. Et je me suis inspirée de ces accents-là pour que ce soit authentique. Voilà. Après, le personnage de Anna, qui est une maman mormone, donc issue de la secte des Mormons, alors là, pour moi, c'était vraiment l'inconnu,
Donc pareil, j'ai lu énormément de choses sur ce sujet. Et puis Arnaud m'a offert un DVD, un film de John Ford, où il y a une colonie de Mormons comme ça qui part de l'Est jusqu'en Californie. Et puis je me suis beaucoup renseignée sur la communauté, sur la façon dont cette religion, entre guillemets, était née et s'était faite. Voilà, et puis Ethel Rosenberg, il a fallu retourner au procès des époux Rosenberg et puis revoir toute une partie de l'histoire des États-Unis. Pourquoi ces deux personnes ont été accusées et condamnées à mort et comment leurs enfants aujourd'hui, ce sont leurs fils, tentent de les réhabiliter aux États-Unis parce qu'évidemment ils étaient innocents et je crois qu'ils sont en train d'avoir raison et de gagner la justice. Ça c'est formidable. Mais pour les costumes, on apprend dans ton livre que c'était un peu stressant pour toi, non, paraît-il? Ah oui, oui. Alors il y avait une costumière extraordinaire que j'aime beaucoup, qui est une espèce de femme surdouée. Donc ce qui était important, c'est que chaque costume puisse se changer en un temps record avec un autre costume, sachant que j'avais aussi des perruques, des chaussures et des maquillages différents. Évidemment aussi des barbes, des moustaches et des sourcils. Donc on s'est rendu compte que la seule façon de vivre tout ça avec le moins de stress possible, c'était que j'ai carrément une loge sur le plateau. Donc les techniciens du Français m'ont construit une loge à jardin, une loge personnelle avec un petit rideau, où je faisais tous mes changements parce que je n'avais pas le temps d'aller aux toilettes, je n'avais pas le temps d'aller fumer une cigarette, et je n'avais même pas le temps de passer au foyer des comédiens. C'était vraiment à 360 à l'heure. Mais c'était un voyage extraordinaire du coup, parce que quelque part on ne débande pas, on ne lâche rien, quoi, parce qu'il faut aller jusqu'au bout et jusqu'à la fin de la pièce. Et vous changez de sexe, d'identité, de scène. C'est enivrant au possible, c'est vraiment vertigineux. Mais profondément agréable. La pièce a été reprise, le décor a été détruit, donc la pièce ne sera plus reprise, mais le film existe. Et le film, je pense que pour ces classes de terminale, c'est très important qu'elles puissent le voir. Alors nous, à la librairie de la Main, on te connaît comme cliente et lectrice assidue. Nous avons d'ailleurs été très, très émus lors de ton passage dans l'émission du Book Club sur France Culture, puisque tu nous cites comme ta librairie de référence. Oh, 3 ou 4 fois au moins. Ah oui, oui, au moins. Et moi justement, je voulais te demander, quelle cliente de librairie es-tu? Et est-ce que tu préfères flâner dans les rayons ou aimes-tu être conseillée? Qu'est-ce que tu aimes? Ah oui, bah, écoute, je crois que j'aime bien être conseillée, particulièrement par toi. Ça y est, il est découvert. Flâner quand j'en ai le temps, c'est vrai que j'aime aussi beaucoup. Disons que quand je tourne en province ou quand je fais des tournées en province aussi, ce que j'aime avant tout, c'est me promener dans le centre-ville que je connais ou je ne connais pas, boire un café, et puis très vite je vais rechercher une librairie. À partir du moment où je suis dans une librairie, je suis bien. C'est exactement comme si j'étais dans un théâtre. Donc là, je flâne, je regarde, je fais parler le libraire ou la libraire pour lui demander quels sont ses coups de cœur, ses envies, comment marchent les livres en général. Et c'est toujours extrêmement agréable. Dans les villes, c'est mes repères. Voilà. Et si là, je te demandais de t'improviser libraire, est-ce que tu pourrais me conseiller? Quel livre tu me conseillerais? Là, aujourd'hui, tout de suite, là, comme ça? Maintenant, ouais. À moi et puis au public surtout. Bah, peut-être mon livre. J'aurais dû dire tout sauf ton livre. Attendez que je réfléchisse. En ce moment, je n'ai pas tellement le temps de lire. Mais il y a un livre dont on m'a beaucoup parlé. Je peux en parler. Oui. Je ne sais pas si vous avez vu la grande librairie mercredi dernier. Oui, c'était beau, hein. C'était consacré aux enseignants. Donc bien sûr, il y avait la grande Annie Ernaux, dont on peut recommander l'œuvre entière. Il y avait des enseignants qui avaient des livres que j'ai trouvés très passionnants, notamment Thomas Reverdy et
aussi cette femme professeure Mara Goyet. Oui. C'est ça? Voilà. Et à la librairie mercredi prochain, je sais qu'on va parler d'un livre qui se vend déjà beaucoup, d'un jeune homme dont je ne peux pas vous citer le nom, mais tu vas le trouver, vous allez le trouver. Il a entre 25 et 30 ans, il est déjà au numéro 1 des ventes. Il y raconte sa fulgurante ascension en tant que comédien de stand-up. Et puis il raconte aussi... Panayotis Pasco, oui. Panayotis Pasco. Voilà. Alors il paraît que c'est génial, donc allez-y. Alors donc il sera invité à la grande librairie et tout le monde m'a dit que c'était un livre qui les avait beaucoup bouleversés. Et c'est un premier livre. Oui, c'est un problème. Voilà. Merci, Dominique Blanc. Mais merci à vous d'être venu sous ce dimanche pluvieux, c'est tellement gentil. Avant de passer à la petite séance de dédicace, si tu veux bien, sûr. Est-ce qu'il y a des questions quand même? Avec micro. Non. Bah, La jeune fille là-haut, elle n'a pas de questions? elle prend des photos. Quand est-ce que vous avez commencé à l'écrire et combien de temps vous avez mis pour l'écrire? Alors, en fait, pour me faire à cette idée, il m'a fallu 9 mois pour me faire à l'idée que j'étais au programme du Bug. Et puis ensuite, Actes Sud m'a mis une jolie pression, ce qui il était temps. Et donc, j'ai écrit le mois de janvier, le mois de février. Tous les matins, je me rendais dans ma loge, 2 heures par jour au moins. Et je ne pensais qu'à ça toute la journée. Ce qui est assez incroyable parce que normalement, quand on joue, enfin moi je pense plutôt à ce que je vais jouer le soir. Et bien là, le projet d'écriture débordait et m'occupait et m'envahissait toute la journée. Et j'ai trouvé ça franchement passionnant. Je trouve que c'est une façon aussi de se connaître qui est passionnante. Moi j'ai tendance à ne jamais regarder en arrière, c'est pas du tout quelque chose qui me... Enfin c'est pas ma sensibilité, mais là j'ai été obligée de le faire. Donc j'ai été obligée de reconsidérer l'enfance, l'adolescence, d'avoir un point de vue là-dessus. Et puis du coup, j'ai jeté un œil sur des photos, sur des archives, sur des journaux que j'avais pu écrire, vous voyez, ou des petits carnets pour m'en inspirer. Et j'ai trouvé que c'était incroyablement enrichissant. Comme livre vecteur, pas comme modèle, parce que je n'écrirai jamais comme Annie Ernaux, mais comme livre qui me tenait en vie et qui m'inspirait. C'était ce livre qu'elle avait fait avec cet autre écrivain, l'écriture au couteau, écriture comme au couteau. Voilà. Et je trouve que là, elle raconte tellement bien ce qu'elle veut, ce qu'elle fait, son engagement dans l'écriture, en même temps son engagement politique, et puis toute cette trajectoire sur la femme, enfin, depuis, on va pas dire toute petite, mais quasiment depuis ses 18 ans, que c'est quelque chose qui me donnait du courage. Parce que dès le début, je me suis dit que j'avais bien compris que je n'étais pas Marcel Proust, mais je savais aussi que le style était important. Or, je sais que mon style est très dépouillé, je savais que je voulais aller vers ça. Quelque chose qui ne soit pas emphatique, qui ne soit pas complaisant, qui ne soit pas redondant. Mais que ce soit surtout quelque chose de juste, avec un goût très prononcé pour la vérité. Donc tant que je n'avais pas atteint ça, je faisais et je refaisais, jusqu'à ce que je sois contente. Et l'enthousiasme de Claire David, qui s'occupe du temps du théâtre à Actes Sud, et de quelques amis, m'a portée, je dois dire, et donné la confiance que je n'avais pas au départ. Et aujourd'hui, au-delà de la commande, je poursuis un peu ma question, pardon, est-ce que vous continuez à écrire? Alors aujourd'hui, j'ai qu'une envie, c'est de continuer et d'écrire la suite, parce que finalement, je me suis arrêtée en 1981. Et voilà, j'ai la chance d'avoir une passion dans ma vie qui est celle de jouer. Avec la Comédie Française, je dois dire que j'ai mon content de bonheur. Je répète et je joue et je répète, je ne fais que ça. Et je trouve que c'est un métier tellement extraordinaire qui m'a totalement à la fois libérée et affranchie.
que ça me ferait plaisir de le raconter à travers le portrait d'autres artistes. Par exemple, quand l'Éducation nationale m'a approché, ils m'ont dit on ne veut pas parler du théâtre, on ne veut pas parler du cinéma, on ne veut pas parler de la télévision. J'ai dit bon, c'est dommage parce que j'ai quand même travaillé avec des gens formidables. Donc je me suis dit peut-être envisager une suite où je raconterais les artistes avec lesquels j'ai aimé travailler, dont des gens de cinéma ou des gens de télévision, et puis peut-être développer davantage des portraits comme celui de Patrice Chéreau, de Luc Bondy ou de Lars Norén que j'ai joué là avec mes camarades dans Poussière, et qui est de loin l'artiste qui m'a le plus impressionné ces dernières années. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, monsieur. Est-ce que vous faites une distinction entre le jeu cinématographique et le jeu théâtral, et est-ce que vous avez une préférence pour l'un ou pour l'autre? Alors, j'ai pas de préférence parce que je pense qu'il faut pratiquer les deux. Je pense que le cinéma, c'est l'infiniment petit, avec une caméra qui vous dévore le visage, le sourcil et les yeux. Et puis, le théâtre, c'est l'infiniment grand, c'est-à-dire que quand vous êtes à Chaillot ou Salle Richelieu, il faut offrir. Il faut donner, et donner en grand avec tout son corps. Donc finalement, pouvoir pratiquer les deux, c'est un grand cadeau. Et j'essaye de le faire le plus possible. Depuis 7 ans, je suis au Français, donc c'est plus compliqué, parce qu'il faut trouver le temps. Mais j'aimerais pouvoir continuer à faire les deux. Et la télévision aussi, parce qu'à la télévision, il y a des choses merveilleuses. Par exemple, Angels in America, ça a été tourné pour la télévision. Donc, non, les deux sont passionnants. Et puis, ce qui compte avant tout, c'est la rencontre avec le metteur en scène ou la metteuse en scène. C'est ça le plus important. Parce que c'est cette personne qui va vous emmener, on ne sait pas, mais qui va vous emmener vers l'inconnu. Et c'est ce qu'il y a de plus excitant, d'aller vers l'inconnu. Et pas du tout là où on sait déjà et où on sait qu'on a quelques recettes et quelques effets en poche. Voilà, donc c'est les deux. J'avais une question. Vous avez écrit qu'Henri Virlogeux vous a dit un jour qu'il fallait 10 ans pour fabriquer un comédien. Oui. Alors qu'est-ce que cela signifie vraiment? Et puis vous, combien de temps ça vous a pris finalement pour être vraiment comédienne? Alors, Henri Virlogeux disait ça parce que pour lui, au bout de 10 ans, on pouvait enfin choisir. Choisir de dire non, parce que ça j'ai déjà fait, ou non c'est trop médiocre. Mais au bout de 10 ans, si vous voulez, on avait la maturité suffisante. Bon, là maintenant avec Internet, les réseaux et tout le bazar, on devient acteur en 1 heure ou en 3 secondes. Hein. Donc les temps ont bien changé. Mais ce qu'il voulait dire, c'est qu'il parlait du comédien ou de la comédienne de théâtre, et non pas de cinéma, et que pour apprendre ce métier et pour savoir où on en est, ce qu'on vaut et ce qu'on veut faire surtout, il faut bien une dizaine d'années. Et je trouve que c'est assez juste. Moi finalement j'ai eu beaucoup de chance parce que après 5 années de galère, mais enfin où j'ai fait plein de petits boulots et où j'étais persuadée que rien ne marcherait jamais, au bout de 5 ans, j'ai eu une chance exceptionnelle qui a été la rencontre avec Pierre Roman. Bon, d'abord, pendant 5 ans, j'ai eu la confiance de François Florent, sans qui j'aurais abandonné depuis très longtemps. Et puis, quand j'ai rencontré Pierre Roman, ça a été merveilleux parce que j'ai rencontré un homme jeune, on était 25 dans la classe. Il nous a fait travailler sur Tchekhov pendant 1 an. Et il donnait sa chance à tout le monde, c'est-à-dire qu'il n'avait pas d'acteur ou de comédienne privilégiée ou préférée, vous voyez. Et puis on a fait ce spectacle qui était un montage entre Ivanov et Platonov. Et là, le miracle est arrivé puisque Patrice Chéreau, le soir de la première, était dans la salle. Ce qui était incroyable parce qu'à ce moment-là, il était à Bayreuth et il n'aurait jamais dû se trouver à Paris. Donc c'est un métier où il y a énormément de travail, mais c'est un métier où il y a aussi, évidemment, un facteur chance. Et je raconte toujours que, je ne sais pas si certains d'entre vous se rappellent d'un journaliste qui s'appelait José Arthur. Oui,
Alors un jour je l'ai vu, on a discuté, et j'étais débutante, et il m'a dit, Dominique, il y a une chose qu'il faut apprendre et ne jamais oublier, c'est que la chance finit toujours par passer. Mais quand elle passe, il faut se jeter dessus, il ne faut pas la regarder passer. Alors il a illustré ça d'un très bel exemple. Il m'a dit, tu vois, moi j'étais au conservatoire avec Jean-Paul Belmondo, et puis un jour il y a un jeune homme suisse qui est venu le voir et qui lui a proposé un film. Il s'est jeté dessus, c'était Jean-Luc Godard. Voilà, donc faut pas la laisser passer, il faut vraiment la gripper. Et elle finit toujours par passer, sous un angle ou sous un autre, toujours. C'est la vie qui est comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Ouais, merci Dominique. Merci à vous. Hein. Merci. Alors pour ceux qui le souhaitent, Dominique Blanc va se prêter au jeu de la dédicace. La librairie offre le goûter ou à boire pour les plus vaillants. Et puis voilà. Merci. Merci à tous. Merci.